Merci pour votre présence. Je souhaite tout d'abord accorder une pensée à ceux à qui cette bourse rend hommage et que moi que j'ai personnellement connu et pour qui j'ai toujours une pensée. C'est pas des mots, hein, c'est une vérité. Et c'est une tragédie qui m'a beaucoup touché. On a le même âge, on était ensemble, on partait sur le terrain, je partais sur le terrain juste après. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et qui reste toujours pour moi. Voilà. Je tiens aussi également à remercier tous les membres de la bourse doctorale en ethnologie, donc Louise Béran et Olivier Toussaint, qu'ils soient membres du bureau ou du comité d'honneur et qui m'ont donné la chance de pouvoir effectuer mon terrain de thèse dans de bonnes conditions et de me permettre de présenter donc aujourd'hui une partie de mes travaux. J'ai effectué mes recherches doctorales au Gabon, un pays côtier à l'océan Atlantique, situé en Afrique centrale. J'ai réalisé plusieurs terrains courts en licence et master, puis un long terrain d'1 an en continu en 2020-2021, durée permise notamment par la remise de la bourse. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans la bourse, mais voilà, grâce à la bourse, j'ai pu faire mes 1 an en continu. Le Gabon est traversé par l'équateur et est entouré de la République du Cameroun et du Congo, ainsi que de la Guinée équatoriale. Sa superficie est d'environ la moitié de la France métropolitaine, mais pour seulement 1,5 million d'habitants en 2021, selon la FAO, sachant que la moitié vit à Libreville, sa capitale. Le climat est équatorial chaud et humide, avec alternance de saisons sèches et des pluies, 2 petites, 2 grandes, et le pays est recouvert à 82% par la forêt. On trouve majoritairement des forêts secondaires aujourd'hui, mais il en reste tout de même 37% considérés comme primaires. Mon terrain se déroule principalement dans la province du Moyen-Ogooué, dans l'espace délimité par le cadre noir que vous pouvez voir sur la diapo. Et ainsi, voici mon terrain de façon plus précise. Nima dans 5 sociétés, et il est maître dans chacune, effectivement, dont dans l'une, il est le dernier à avoir le grade ultime de Bika, qui est vraiment le plus haut grade rituel au Gabon, et c'est le dernier au Gabon à l'avoir, c'est le dernier représentant de ce statut. Mes recherches au Gabon portent sur diverses sociétés initiatiques, sur du rituel donc, mais aussi du médicinal, de l'ethnobotanique par exemple, les techniques avec les chaînes opératoires, mon article sur l'utilisation de la corde dans technique et culture portait là-dessus, mais aussi la tradition orale qui fait partie intégrante de mes travaux, donc dans une approche monographique et holiste. Pour cette conférence, je vais me focaliser sur les groupes ethno-linguistiques originaires du sud du Gabon, principalement les Michogo et les Masango, parce que c'est avec ces populations que j'ai beaucoup travaillé. La majorité des ethnies bantoues du Gabon, au nombre d'une 50aine, sont matrilinéaires et à résidence virilocale. Elles vivent majoritairement d'une agriculture de subsistance sur brûlis, de chasse, de cueillette et de petites ventes de surplus de leurs récoltes, bananes, plantains, tubercules, manioc, maïs, notamment, au bord des routes et de piégeages. Les Michogo et les Masango sont de celles-ci. Les Michogo sont aujourd'hui entre 7 000 et 13 000 selon les sources et sont connus pour être une population de montagnards. Ils viennent principalement de la région des monts du Chaillu. Ils sont pensés à l'origine être un peuple de savane, arrivé dans la forêt luxuriante il y a moins de 1000 ans, tout comme les Masango, qui viennent d'une région voisine au Michogo, mais eux, leur population est bien plus importante, de l'ordre de 50 à 60 000 personnes. Eux se répartissent dans les régions des provinces de la Nguiné et de l'Oguelolo. Alors tout ça, c'est avant avant qu'on les ait forcés à se rassembler dans les villages, avant qu'il y ait des mouvements de colonisation. Aujourd'hui, on peut dire que ça reste juste, mais les villages sont beaucoup plus mélangés. Okay. Historiquement voisins des Michogo, les Masango et les Michogo sont historiquement voisins. Ils ont une longue histoire de contacts et d'échanges. Néanmoins, avec la politique coloniale de regroupement des villages, près des routes nationales continuées par l'État gabonais après l'indépendance en 1960, donc les Français avaient fait ces rassemblements à des fins de recensement, de sédentarisation, d'accès aux infrastructures de soins et de fiscalisation. Les villages sont aujourd'hui pluriethniques et les populations côtoyées habitent dans le Moyen-Ogooué en territoire majoritairement fan. Ça, c'est le territoire où j'ai effectué mon terrain, était vraiment fermé à l'époque. Les Fans, c'est l'ethnie la plus conservatrice du Gabon et la plus belliqueuse. C'est eux qui ont obligé, c'est toutes ces populations à descendre, c'est les Fans, historiquement. Et donc, c'est pas des gens qui partagent, mais ils ont été forcés avec ces regroupements de villages. Donc aujourd'hui, vous avez des choses comme ça, vous avez beaucoup de populations sur leur terrain, ce qui provoque plus ou moins de conflits. Les Michogo sont dits être à l'origine du culte Bwiti, donc et de la majorité des rituels qui sont pratiqués au Gabon.
Bwiti définit comme une religion, une société initiatique à vocation thérapeutique ou divinatoire basée sur la prise ritualisée de l'iboga, une plante psychotrope. Plante qu'ils auraient reçue des populations pygmées en arrivant dans la forêt donc il y a 1000 ans. Les initiés reçoivent au sortir de l'initiation un enseignement rituel qui dure toute la vie, passant par l'ethno-histoire, des chants, des devinettes ésotériques, des danses notamment, mais aussi le soin par les plantes des maladies physiques et métaphysiques, identification et usage des arbres, plantes et autres produits forestiers non ligneux. Ils doivent franchir les grades des initiations en passant par des épreuves, des brimades ou consommer des plats rituels qui leur font monter la hiérarchie. Le Bwiti s'est répandu au cours des derniers siècles, passant de l'intérieur du pays vers la côte, en suivant les fleuves et les routes marchandes, chaque population y ajoutant ses touches. Aujourd'hui, il est très hétérogène, nous allons y revenir. Les cérémonies ont lieu dans ce lieu, un temple. Il est une construction plus ou moins durable, celui-là est une construction durable en semi-dur. Chaque maître rituel en possède un, et seuls ceux qui, de leur grade, y ont droit. Donc n'importe qui ne peut pas construire un temple. Il faut être un maître rituel et aller demander l'autorisation de son propre père pour construire son propre temple. On ne trouve qu'un seul temple par village. Leur taille peut varier considérablement, et celui que vous voyez, appelé Yangotogo, fait partie des plus grands, 7 mètres par 14. Ce temple est une exception, la majorité étant bien plus modeste, et souvent construite en planches, bambous et feuilles de palme. C'est là qu'ont lieu les veillées rituelles, et à l'arrière, dans les plus grands temples, là par exemple il n'y en a pas, on trouve une pièce réservée aux initiés, le mandaka, les coulisses on pourrait dire, où se tiennent les réunions, où les initiés se retirent du public pour les séquences privées, et où ils fabriquent à l'abri des regards indiscrets les éléments qui composent les rituels. Maintenant que vous avez une idée plus précise du Gabon et de ses populations et de leur mode de vie, je souhaite resserrer un peu la focale à l'échelle de la vie communauté villageoise, notamment rituelle. Donc, je vous ai déjà présenté le Bwiti, mais le Gabon, en général, est connu depuis l'arrivée des Européens et des explorateurs, donc au XVe siècle, pour la variété et la vitalité de ses sociétés initiatiques, et particulièrement, sociétés rituelles et particulièrement initiatiques, telles notamment donc le Mabundi, pour les femmes, je parle un peu, le Niembe, le Bwiti, le Mwiri pour les hommes, pour ne citer que les plus grandes, entre autres. Parce que, voilà, un petit tableau qui ne ramène pas tout, mais je suis le premier aussi à proposer ça, une classification des sociétés le Bwiti, tout ce qui s'y rapporte, avec ces différentes branches, les sociétés à génie tutélaire, qui sont les sociétés qui faisaient la justice, et les sociétés de possession qui permettent, elles, une expression autre, un peu cathartique. Les rites de passage et les ancêtres font partie intégrante de la vie des populations avec lesquelles je travaille. Il faut cependant souligner pour les rites de passage que de nombreuses mutations sont en cours depuis la colonisation et plus encore depuis l'industrialisation et la migration massive vers la capitale. Les ancêtres, eux, restent au cœur des préoccupations tant des villageois que des citadins, et ça, quelle que soit la classe sociale et la population. Je vais effectuer une présentation rapide des divers ensembles rituels avec lesquels je travaille. Donc, ils peuvent être classés en 3 catégories, le Bwiti, les sociétés à génie tutélaire, et enfin les sociétés de possession. Leurs différences sont conséquentes. On ne parle pas du tout des mêmes rituels. Certains sont pour la divination et la clairvoyance, d'autres pour le soin de maladies majoritairement physiques, d'autres sont des protections magiques ou des passages aux statuts sociaux d'hommes et de femmes. D'autres sont des écoles de l'ethnomédecine. Toutes ces sociétés cohabitent et aucune ne peut remplacer l'autre. Elles font partie d'un large éventail de pratiques qui ont toute leur place dans l'univers rituel du Gabon. Hey, Charles. Pour vous présenter un peu le Bwiti, et j'ai pas mis toutes les branches, c'est un résumé. Le Bwiti donc est un vaste ensemble rituel initiatique, principalement masculin, se retrouvant sur la majeure partie du territoire, et qui se décline donc en branches et sous-branches, c'est comme ça eux-mêmes que mes informateurs le définissent, rattachés à des populations spécifiques. Chacune de ces branches est reconnue pour une spécialité particulière, par exemple la divination, la connaissance dans les feuilles, ou pour les soins, etc. Ce qui donne au Bwiti sa spécificité, donc, comme je l'ai dit, c'est la mendication de la racine d'iboga, une plante considérée comme hallucinogène ici. Elle a aussi des effets coupe-faim, antidiurétiques, antifatigue. Voilà, il y a beaucoup de recherches scientifiques aussi sur sa capacité à aider dans la désintoxication, notamment de la consommation de la méthamphétamine. La deuxième spécificité, donc voilà pour la plante de l'iboga. Ça, c'est les racines qui sont principalement hallucinogènes, donc. La deuxième spécificité du Bwiti, donc, c'est la divination, cet aspect divinatoire. Les initiés au Bwiti, les Gangas, passent différentes étapes dans leur parcours initiatique qui leur offrent des capacités dites divinatoires. Ici, vous avez une pratique, celle de la sagé, que je ne vais pas développer, mais
En fait, soit la SAG bloque, soit elle ne bloque pas, et donc on demande, le tradipraticien demande, est-ce que cette personne est un sorcier? Oui, non, si oui, tu bloques, et voilà. Enfin, une dernière spécificité du Bhuiti est qu'il est curatif. C'est pourquoi les Gangas sont considérés à la fois comme des devins et des guérisseurs, et sont donc régulièrement consultés afin de trouver dans la divination les causes du malheur des gens ou de leur maladie, avant de les prendre en charge et de les soigner. La société initiatique des Mabundi, qu'on appelle aussi le Bhuiti des femmes, a un statut intermédiaire. Elle n'est pas asymétrique du Bhuiti, puisqu'on n'initie pas une femme au Bhuiti, nous diront les informateurs, mais n'en est pas indépendante non plus. Enfin, les sociétés... Alors ça, c'est une scène pendant une initiation au Bhuiti, où la personne donc est en train à consommer d'énormes doses d'iboga et est en train de consulter dans un miroir. Pour être initié, on doit faire ça, c'est la première étape. Les sociétés à génie tutélaire, donc le Mwiri pour les hommes, le Niembe pour les femmes. Le génie Mwiri est une forme de justice aveugle traditionnelle. Quand quelqu'un subit une suite de malheurs ou s'est fait voler, il s'adresse à un initié qui va alors demander au génie d'intercéder et de punir le coupable, quel qu'il soit. Ce dernier est alors pris rapidement d'un mal inexplicable qu'il ne pourra soigner qu'en s'adressant à un autre initié à qui il devra se confesser pour pouvoir se faire enlever le Mwiri. Mais le rôle de cette société aujourd'hui est grandement réduit, il faut le noter, du fait de la colonisation. Avant, c'était vraiment la société qui faisait régner la justice. Aujourd'hui, on a beaucoup, j'en ai pu en parler avec un préfet, le préfet de la province, qui me disait que c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, cette société est de moins en moins présente, fait de moins en moins peur, mais d'un autre côté, elle n'est pas remplacée par une justice ou par la police. Donc, il y a des effets entre guillemets, de non-droit. Il y a un creux qui se crée entre le traditionnel et ce qui est censé venir le remplacer. Pour l'instant, il y a un vide et qui pose un peu problème. Le Mwiri est quant à lui donc un rituel plus homogène et aucune branche ou sous-branche ne peut vraiment être définie, en tout cas pas avec les données actuelles. Cependant, je commence à souligner moi dans mes travaux et ça porte beaucoup à débat au Gabon avec des professeurs là-bas, qu'il y a quand même que mes informateurs eux parlent bien du Mwiri des Masango ou des Michogo, ou des Pouvi, ou des Vili, ou de toute autre région, car chacun y apporte des variations, mais qui sont, de ce que j'ai pu comprendre en comparant les données, plutôt de l'ordre de la temporalité. Par exemple, un enchaînement différent des étapes qui composent le rituel, plutôt que de modifications très profondes dans sa pratique. C'est plus, en fait, normalement, les enchaînements de l'initiation sont en rapport avec l'histoire qu'a vécu le Mwiri, comment il est devenu Mwiri. Et en fait, comme chacun en a son interprétation, chacun met les pièces du puzzle un peu comme il veut, quoi. Mais n'empêche que si on est initié au Mwiri chez les Masango, si on veut aller chez les Pouvi, on y repasse. On doit s'initier au Mwiri des Pouvi. Voilà. Le Mwiri, voilà. Donc, si le Bhuiti donne des devins guérisseurs, le Mwiri forme des soldats, disent mes informateurs avec humour, c'est le service militaire. Donc là, vous avez une scène d'initiation où on roule un initié dans la boue. Là, vous les voyez, il est midi au Gabon. Ils sont recouverts d'huile, on les laisse 3, 4 heures, 5 heures au soleil. Voilà. Donc ça, c'est les brimades pendant l'initiation. Et voilà. Donc après l'initiation, voilà, sont cachées des cicatrices qui leur ont été faites par le génie. Et donc on peut voir la fierté de ces hommes qui, dans la demi-journée, étaient humiliés. Voilà. Enfin, les sociétés de possession, assimilées aux femmes, elles sont aujourd'hui mixtes. Même si les hommes qui s'y initient sont souvent sujet de moquerie pour les initiés au Mwiri et au Bhuiti notamment, où toute prise de crise est totalement prohibée, la transe est prohibée complètement dans les deux premières sociétés, là elle est recherchée, donc c'est totalement différent. On les accuse souvent, par exemple, les hommes qui s'initient à cette société, on va dire que c'est des homosexuels. Et il faut savoir qu'au Gabon, ce n'est plus un délit puni par la loi depuis seulement 2020. Donc c'était quelque chose qu'on cachait. Ils dansent, on leur dit aussi qu'ils dansent comme les femmes, sont vêtus comme des femmes. Voilà. Très nombreuses, ces sociétés portent le nom de génie qui en est à l'origine. Une femme va entrer en transe et on va à partir de là, à partir de la forme que va prendre la transe, identifier le génie qui la possède en fonction des symptômes qui la touchent. Maladie de la peau, saute de l'humeur, infertilité, paralysie, cécité. Très puissants, ces génies peuvent être aussi destructeurs que propitiatoires, en fonction de la relation qu'on établit avec eux. Ce qui est le but de ces initiations, c'est donc d'établir un lien avec ce génie, à qui on va offrir un repas, et on le fera régulièrement, on lui fera des dons régulièrement, afin qu'il apporte du bonheur plutôt que de venir apporter des problèmes de peau, par exemple.
Les gens prennent donc grand soin de les honorer pour ne pas attirer leur foudre et qu'ils les aident à se trouver des époux, avoir des enfants, trouver du travail. Ainsi, on peut noter que les sociétés attachées au Bwiti se chargent plus de la métaphysique, de l'invisible. Les sociétés à génie tutélaire sont plutôt en charge des affaires de la justice, de la gestion du quotidien. Et enfin, les sociétés de possession sont plus individuelles, venant s'occuper de la gestion du conflit qui apparaît quand un génie et un humain cohabitent dans le même espace. Chacune a donc son rôle, sa place, toutes sont complémentaires et indispensables au fonctionnement du tout qu'elles forment. Quand je les reprends sous le terme de la psychologie, je peux y apporter que le Bwiti, c'est un peu une recherche du moi, d'un moi intégral, d'un moi conscient, avec le but de rendre que l'iboga serve à rendre poreuses les frontières entre, on pourrait dire, en termes analytiques, préconscient et conscient, enfin, d'avoir un moi qui est plus conscient du monde qui l'entoure. Les sociétés à génie tutélaire, on pourrait les voir comme un surmoi. Vraiment, là, elles collent parfaitement aux définitions qu'on a de ce surmoi psychologique qui serait mis dans une société, voilà, en groupe. Et là, les sociétés de possession, on pourrait les voir un peu comme ce que définissait Freud sous le ça, une expression de l'inconscient avec des crises cathartiques qui viennent guérir des symptômes psychosomatiques, en fait. Voilà. Là, c'est quand on apporte une analyse un peu différente avec la psychologie. Voilà. Chose qui les intéresse beaucoup, faut le savoir, c'est pas des choses qui sortent que de moi avec des analyses sauvages en mode je vais plaquer mes principes. Déjà même au village, j'ai pu parler de ces choses-là avec des utilisations de concepts comme la symbolisation du réel qui les ont beaucoup intéressés. Ils m'ont dit oui, tout à fait, voilà. Mais aussi à Libreville avec des initiés qui sont aussi en doctorat et qui me disent effectivement, c'est vrai que quand on voit la psychologie, la psychanalyse, on a un écho, ça nous dit quelque chose, ça nous parle, ça vient bien exprimer ce qu'on veut jouer, ce qui se joue pour nous dans les rituels. Voilà. J'ai commencé donc l'étude de ces sociétés en 2017, il y a 7 ans déjà, mais vraiment pu m'y consacrer lors de ce terrain de thèse d'1 an, permis par la bourse Louise Béran et Olivier Toussaint. En plus des données collectées pendant mes courts terrains de master, j'ai pu aussi collecter environ 138 heures d'enregistrement audio avec un dictaphone. J'ai pris plus de 2500 photos et plus de 700 vidéos avec un caméscope et un appareil photo dédié, prêté par le laboratoire Sage et rempli plus d'une quinzaine de carnets de notes. Donc voilà, tout ça c'est possible grâce à la bourse Louise Béran. Ça n'aurait pas été possible sans. Donc voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et de m'avoir pris.